Bonjour, bon après-midi tout le monde. Bienvenue. On a un autre échange, causerie en web diffusion. On est ce midi, cet après-midi avec François Gratton, qui est le président de Groupe TELUS et le chef de la direction de TELUS Québec. C'est pas la première fois que François vient à notre tribune. Merci beaucoup d'être avec nous, François. Euh, quelques mots pour positionner un peu nos échanges. Évidemment, on est dans cette pleine crise de pandémie. On a vu tout ce qui s'est passé depuis 3 mois avec beaucoup de gens qui ont basculé en télétravail, beaucoup d'entreprises qui ont accéléré la transformation numérique. Je vais reprendre quelques chiffres qui viennent de Jean-Marc Léger, qu'on a reçus comme ça il y a quelques jours à peine, qui disait que selon son sondage, au début du mois de mai, il y avait 41% des gens qui travaillaient en télétravail. Donc, ceux qui avaient gardé leur emploi, 41% étaient en télétravail et 79% d'entre eux se disaient satisfaits de cette expérience de travailler avec le télétravail. Du point de vue des entreprises, c'était 40% des entreprises qui disaient avoir accéléré le visage numérique où évidemment la base, adapter leurs pratiques, leurs équipements pour permettre le télétravail. Donc, de ce point de vue-là, les volumes sont grands, il y a une certaine satisfaction. Deuxièmement, ce qu'on a vu aussi, c'est toute la question du virage numérique dans le domaine de la santé. C'est posé la question, est-ce qu'on se rend à l'hôpital? Est-ce qu'on consulte à distance? Est-ce que les ressources sont là et peuvent fonctionner à distance? Il y a eu des nouvelles normes qui ont été émises pour pouvoir le faire. Bref, encore là, sur un domaine cher à TELUS, la télémédecine, la télésanté, beaucoup de changements. Et donc, moi, je trouvais que c'était très approprié qu'on ait à ce moment-ci la possibilité de faire le point, comment ça s'est passé jusqu'ici, comment ça va évoluer. Je sais, et pour tous les gens qui nous écoutent, qu'on va avoir la possibilité, après une courte présentation, d'échanger. Donc, je te laisse la parole et on aura la possibilité après d'amener quelques questions. Je rappelle finalement à nos auditeurs qu'on a reçu des questions d'avance, donc j'en aurai quelques-unes qui viendront directement de nos auditeurs. Sur ce, François, à toi la parole. Merci Michel, puis bonjour tout le monde. J'aimerais ça vous voir, mais on fait ce qu'on peut dans ce nouveau normal. C'est sûr qu'on pense tous en ce moment avec un petit peu de fébrilité qu'on est en train de déconfiner nos entreprises, nos commerces, puis ça, on le voit tous d'un bon œil, mais je suis sûr qu'on a aussi un peu d'appréhension par rapport à ce qui s'en vient à ce niveau-là, parce que la réalité, c'est que la COVID ou la pandémie qu'on a vécue les derniers mois ou qu'on est encore en train de vivre, a vraiment changé pas mal beaucoup de choses dans nos vies, changer la façon dont on interagit avec nos clients, puis changer aussi la façon dont on prend soin des gens qui nous entourent. Donc, j'aimerais ça brièvement mettre la table en vous parlant de 3 choses. Un, les leçons apprises de notre côté durant la pandémie. Aussi, deuxièmement, comment les technologies peuvent aider à améliorer les soins de santé à Montréal, au Québec, au Canada. Puis aussi, vous donner une couple de pistes de réflexion en tant que dirigeant d'entreprise pour ce qui s'en vient. Tout d'abord, si on pense aux leçons apprises, et sans aucun doute, je l'ai dit il y a 2 secondes, on a changé beaucoup dans la manière dont on travaille. C'est sûr qu'on favorisait tous un peu le télétravail, ou de plus en plus, mais quand tout le monde, ou comme tu l'as dit, Michel, 40%, mais dans certaines entreprises, c'est tout le monde, se retrouve à la maison d'un coup, c'est plus pareil. Je dirais que c'est la même chose du côté du système de santé. La pandémie a frappé dur. Il y a eu des changements qui se sont imposés. Et puis, je pense qu'on est à un point de pivot dans l'histoire de notre système de santé au Canada, puis j'espère qu'on ne reviendra pas en arrière. Les leçons apprises, il y en a 4 à mes yeux à moi. La première leçon, c'est comment est-ce que le système peut mieux soutenir un influx de patients massifs dans le système, tout en protégeant les professionnels de la santé. On l'a vu, tout le système a été redirigé pour prendre soin des patients de la COVID, puis avec raison. Mais en même temps, ça a envoyé toute une autre foule de patients, de malades à la maison en confinement, sans accès à des soins médicaux, puis avec l'anxiété que ça peut créer, ça, chez les gens. On a vu aussi la deuxième leçon apprise, c'est la santé et la sécurité de nos employés était toujours très importante, donc comprenez-moi bien, mais c'est devenu primordial avec la crise. Moi, quand j'ai regardé la décision de notre côté, quand on a dit, OK, maintenant on ferme nos bureaux,
J'étais très confiant parce qu'on avait déjà en place un guide de pandémie ou un guide de continuité des affaires qu'on a mis à exécution. On avait aussi le loisir de se reposer sur un comité consultatif médical qui guidait l'ensemble de nos décisions. Mais on l'a vu dans les semaines du mois de mars puis du mois d'avril que la plupart des entreprises n'étaient pas prêtes à faire face à ça. Troisièmement, on a vu, puis on va continuer de voir, je crois, dans les prochaines semaines, une augmentation des besoins en santé mentale. Avec le télétravail massif, conjointement au fait qu'on doit prendre soin de l'éducation de nos enfants ou prendre soin de nos parents, puis l'anxiété vraiment qui est amenée par la pandémie, on a vu une augmentation des besoins, puis le gouvernement disait justement récemment qu'on voit 7 fois plus de stress relié à tout ça qu'à la normale. La dernière chose, la qualité des soins à nos aînés, aux personnes âgées, que ce soit dans les centres de soins de longue durée ou que ce soit par rapport aussi aux maladies chroniques, puis l'attention qu'on y apporte, je pense que ça a été une autre leçon apprise de comment on peut faire mieux dans l'avenir. Tout ça, ça a mis la lumière, je pense, sur l'importance de la transformation numérique. On en parle beaucoup dans les entreprises, mais dans le domaine de la santé, c'est encore plus important parce qu'avec la transformation numérique, vous le savez, on peut rejoindre facilement et sécuritairement les gens où qu'ils soient et quand ils en ont besoin. Donc, le deuxième point, comme je vous avais dit, que je voulais amener pour mettre la table, c'était comment tirer profit de la technologie pour améliorer les soins de santé. Vous le savez, ou peut-être vous le savez peut-être pas, mais TELUS est un leader national en termes de technologie de l'information dans le domaine de la santé. On a investi depuis les 10 dernières années 3 milliards de dollars pour améliorer nos solutions, pour introduire aussi des solutions novatrices. Et pour nous, notre mission, ou une partie importante de la mission de l'entreprise chez TELUS, c'est comment est-ce qu'on peut transformer le système de la santé pour s'assurer que tous les Canadiens peuvent voir leur propre santé s'améliorer au fil des prochaines années. Alors, quand la pandémie a éclaté, pour nous, on a pris un engagement très clair. C'était très ferme. On allait faire tout en notre pouvoir pour trois choses. Un, faciliter l'accès aux soins de santé. Deux, protéger les professionnels de la santé. Et trois, soutenir les organisations dans leur réaction puis l'organisation qu'ils avaient besoin de prendre par rapport à la pandémie. J'aimerais ça aussi en profiter, puisque je sais qu'il écoute en ce moment, Luc Villandré, le président de TELUS Santé, et toute son équipe ont fait un travail incroyable, et j'aimerais ça le souligner parce que c'est magnifique ce qu'ils ont fait au courant de la pandémie. Ce qu'ils ont fait, dans le fond, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé rapidement de prendre plusieurs mesures parce qu'on avait les moyens de le faire pour aider les Montréalais, les Québécois, les Canadiens. On a pris 4 mesures. La première, fermer nos cliniques. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est important pour nous de protéger nos clients, de protéger nos employés et aussi de prendre tous les gens qui sont dans nos cliniques médicales, parce qu'on en a à travers le pays, nos médecins, nos infirmières spécialisées, puis vraiment de les rediriger là où le besoin s'en faisait le sentir. La deuxième chose qu'on a faite, puis c'est directement lié, c'est qu'on a pris acte du fait que, comme je vous l'avais dit au début, le système de santé prenait soin des hôpitaux, prenait soin des patients de la COVID. Ça prenait quelqu'un pour prendre soin des autres patients, des autres malades. Alors, il y avait une opportunité incroyable de déployer nos solutions de santé virtuelle, de médecine virtuelle. Une solution qui s'adresse aux employeurs. Alors, qui permet aux employeurs d'offrir à leurs employés des consultations médicales 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, quasiment à la minute près. Donc, ça prend à peu près 1 minute de temps d'attente avant d'avoir une consultation médicale. Puis les entreprises le font en grand nombre parce que ça réduit l'absentéisme, ça augmente la productivité, ça permet de soutenir nos employés en termes de santé mentale et ça permet aussi d'accroître, par le fait même, la rétention. On a vu la demande pour Akira, qui est notre plateforme pour les employeurs, augmenter de 2 fois. Donc, on a doublé notre base de clients à l'espace de quelques semaines au début de la pandémie. Notre deuxième plateforme, elle, c'est la plateforme qui s'appelle Babylon. C'est une plateforme qui est dirigée directement aux citoyens, à tout le monde dans la société, si vous voulez, dans une province. C'est une plateforme qui permet à n'importe qui, gratuitement,
d'avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des consultations médicales. Et cette plateforme-là a eu une demande accrue, c'est certain, parce que dans le fond, on voit qu'avant la crise, il y avait à peu près 5 millions de Canadiens qui n'avaient déjà pas de médecin de famille. Le problème a été aggravé durant la crise. Alors, on a vu les téléchargements de l'application Babylone augmenter par un facteur de 10, donc 10 fois plus de téléchargements après la crise ou pendant la crise qu'avant la crise. La troisième plateforme, c'est qu'on a développé une plateforme de vidéoconsultation qui s'intègre à nos dossiers patients informatisés. On a 28 000 médecins à travers le pays qui utilisent notre plateforme de dossiers patients informatisés et on a intégré la capacité de faire des vidéos chats à travers la plateforme de façon intégrée. Et depuis ce temps-là, il y a à peu près 80 000, en un mois et demi, 80 000 consultations qui ont été cédulées à travers cette plateforme-là. C'est que la demande était énorme. La troisième chose qu'on a faite, c'est une fois que les patients COVID-19 sont retournés à la maison, vous savez, il y en a qui, malheureusement, vont à l'hôpital ou sont dans les soins intensifs, mais il y a aussi toute une catégorie où les symptômes sont un peu moins forts et ces gens-là sont retournés à la maison. On a développé une plateforme de télésoins qui permet de faire le suivi de ces cas-là à la maison, qui permet de suivre en temps réel l'évolution de leurs symptômes et qui permet donc de désengorger le système de santé de façon vraiment importante. La quatrième chose qu'on a faite, c'est qu'on a un comité de conseillers médicaux qu'on a mis disponible pour nos clients affaires. On a aussi développé ce guide-là, le guide de continuité des affaires, incluant notre guide de reprise des affaires. Ces deux guides-là, on les a mis à la disposition de nos 500 000 clients affaires à travers le pays, comme s'ils faisaient partie de notre entreprise parce qu'on pensait que c'était la bonne chose à faire. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que toutes ces technologies-là, virtuelles, ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas un réseau très fort. Vous le savez, pour ceux qui travaillent de la maison, depuis le début de la crise, les technologies Zoom, Teams, WebEx, Skype sont énormément utilisées. Et ils ne pourraient pas fonctionner s'il n'y avait pas un réseau fort. Ceux qui ont eu des problèmes de réseau, vous l'avez probablement vécu, ça ne fonctionne pas toujours bien. Par contre, dans la santé, c'est exactement le même problème. Si on n'a pas un réseau fort, on ne peut pas parler de santé virtuelle. Pendant la crise, on a vu une augmentation de la demande en téléphonie de 45 %, une augmentation en demande d'Internet de 40 %. Si on regarde les demandes d'augmentation en téléphonie IP ou encore plus les demandes en vidéo, donc à travers Teams et autres, c'est 500 % d'augmentation depuis le début de la crise par rapport à ce qu'on expérimentait avant. C'est donc l'équivalent de ce qu'on peut voir durant le Super Bowl. Sauf que là, le Super Bowl, c'est pas juste pendant 3-4 heures un dimanche soir, c'est tous les jours depuis le 12 mars qu'on le vit. Alors, nos réseaux ont été stressés, comme on peut dire, mais ils ont excessivement bien répondu à l'appel. Puis la raison est simple. Depuis les deux dernières décennies, depuis 20 ans, si on regarde seulement au Québec, c'est 27 milliards de dollars que TELUS a investi dans la qualité de son infrastructure, dans le spectre, puis dans ses opérations pour s'assurer d'avoir le meilleur réseau. Et quand on parle des meilleurs réseaux, il y a bien des gens qui en parlent au niveau de marketing, mais OpenSignal, qui est une compagnie qui donne des rankings, excusez-moi l'anglicisme, des réseaux à travers le monde, a mis le Canada en première position il y a 2 semaines à l'échelle mondiale à égalité avec la Corée du Sud. Grosse différence, c'est que le Canada est encore relativement sur le 4G, alors que la Corée du Sud est sur le 5G, mais malgré tout, on est à la même vitesse et la même fiabilité de réseau. Quand OpenSignal, Ookla, JD Power, PCMag, Tutela ont fait leur revue de la vitesse et de la fiabilité des réseaux depuis les 3 dernières années, c'est TELUS qu'ils ont mis en première position. Donc, les Canadiens ne savent pas ça, mais TELUS est rendu le réseau numéro 1 mondial. On a des vitesses de download sur notre 4G qui est supérieure aux vitesses de download, de téléchargement de la Corée du Sud sur le 5G. C'est quelque chose qui nous rend très fiers, puis c'est quelque chose qui rend la télémédecine, la médecine virtuelle, puis tout votre travail à la maison possible depuis maintenant des années.
Et je pense que c'est important de se le rappeler. Aussi, on va continuer à investir de façon majeure. On l'a émis un communiqué de presse ce matin. On va continuer à investir de façon majeure dans la région métropolitaine, dans la région de Montréal. C'est 850 millions qu'on a l'intention d'investir d'ici 2023 dans la qualité de nos réseaux, la robustesse, la fiabilité et la vitesse, dans la qualité de nos solutions, incluant la médecine virtuelle, et aussi dans la communauté qui nous entoure, parce que je pense que vous connaissez nos valeurs d'entreprise à ce niveau-là. Je vais conclure là, Michel, avec 2-3 mots, puis je te donne la parole ensuite, parce que je veux qu'on ait le temps de faire des échanges, moi aussi. J'aimerais ça envoyer une piste de réflexion aux gens qui nous écoutent en ce moment, alors que tout le monde, on s'apprête à s'adapter au nouveau normal. J'aimerais ça poser 4 questions. Comment les dirigeants qui nous écoutent en ce moment doivent s'adapter aux préoccupations des employés en termes de santé physique et mentale? Comment est-ce qu'ils vont réagir aux concurrents qui, eux, ont décidé d'intégrer les soins de santé virtuels pour réduire l'absentéisme et augmenter la productivité? Comment est-ce qu'ils peuvent compter, attirer, mobiliser, retenir le talent dans un contexte où surtout les jeunes veulent de plus en plus d'agilité et de flexibilité dans les méthodes de travail? Et finalement, quel risque est-ce qu'on court comme dirigeant si, à l'avenir, on n'avait pas la santé de nos employés comme une priorité de nos plans d'affaires? Le système de santé, moi, je pense qu'on ne va plus le voir de la même façon. Je pense qu'il ne sera jamais plus le même. On a atteint un point de pivot où est-ce que la santé virtuelle fait maintenant partie de comment on va gérer notre santé, puis comment le système de santé va interagir avec nous. Mais aussi l'appel que je fais aujourd'hui à travers les différentes solutions qui leur sont offertes aux dirigeants d'entreprise, c'est que les entreprises aussi ont un rôle à jouer dans la santé, parce que la santé, pour l'avenir, c'est vraiment une affaire de tout le monde. Alors, Michel, j'arrête là. C'est peut-être un peu plus long que je pensais, mais je suis là pour répondre à vos questions. Merci François. Écoute, je t'écoutais, puis on va revenir un petit peu en arrière au sens où je voudrais qu'on parle de la grande compagnie de télécommunications qui est TELUS, et on va aboutir éventuellement à toute la discussion sur TELUS Santé. C'est un choix stratégique que TELUS a fait, puis tu l'as bien expliqué à quel point c'est important. Revenons un instant sur, je dirais, la grande entreprise de télécommunications qui est TELUS. Ma première question, tu y as répondu, c'est vous êtes confiant que malgré cette explosion de la demande, le système tient le coup et le système va continuer de tenir le coup. C'est pas comme si vous arriviez là à un système qui va finir par lâcher à cause de la pression. On est solide au Canada, on est robuste avec nos infrastructures de télécommunications. T'en es bien convaincu? On est vraiment solide. C'est pas tous les fournisseurs qui sont au même niveau, mais en général, je te dirais, on est vraiment très solide. J'ai l'air calme là en ce moment. Je peux te dire, par contre, que quand même, les premiers jours de la crise étaient un test. Hein? On avait des centres-villes qui étaient pleins. Et là, en quelques heures, en 24 heures, 48 heures, ça s'est déplacé vers les maisons. Les gens ont dû développer des solutions VPN, ont dû avoir des solutions de télétravail installées, de la connexion à travers la téléphonie IP d'une façon qu'il n'y avait pas avant. Souvent, c'est 2 personnes à même un foyer versus une, des fois peut-être même plus, parce qu'il y avait des étudiants qui continuaient leur étude, qui avaient des demandes énormes. Donc, il a quand même voulu travailler fort pour s'assurer que le réseau était redirigé vers la maison versus les bureaux. Donc, c'est une chose. Une deuxième chose, il y a eu une demande incroyable des gouvernements pour soutenir cet effort-là. C'est un effort de guerre au niveau de la santé à travers le pays, dans les hôpitaux, dans les cliniques qui ont été mis au monde rapidement, dans les cliniques de dépistage aussi qui ont été mis en place très, très rapidement. Il fallait soutenir tout ça. Donc, nos équipes ont réagi très, très rapidement. Puis je peux te dire que oui, donc nos réseaux sont là, sont forts. On a passé à travers la tempête. La tempête est en mode continu, si tu veux, maintenant. Et si on n'avait pas eu cet investissement-là massif depuis des décennies, que ce soit nous ou d'autres, là, si ça n'avait pas été un contexte, si tu veux, d'investissement dans lequel ceux qui investissent dans des infrastructures peuvent en jouir un jour, qui est notre système au Canada. Dans le fond, c'est un système qui est basé sur la compétition, mais la compétition dans la mesure où on investit dans des infrastructures.
On n'aurait pas la même qualité de réseau, on n'aurait pas la même qualité qu'on voit au Canada. Il y a d'autres pays qui s'en mordent un peu les doigts en ce moment parce qu'ils n'ont pas fait ces choix-là dans le passé. J'imagine que toi, comme gestionnaire et tout le monde, vous devez être très, très heureux de la réponse de vos employés. J'ai l'impression que c'est une leçon aussi à quel point nos entreprises ont réussi à se virer de bord parce que les employés sont ajustés. J'imagine que ça a été la même chose chez TELUS. Peut-être un mot général sur vos résultats. Là, je ne te demande pas de les qualifier de façon à influencer le cours en bourse, mais dans l'ensemble, comme entreprise, diriez-vous que dans cette période-ci, vous avez des résultats qui sont solides? Est-ce que il y a eu même une augmentation à cause de justement cette explosion de volume résidentiel? Comment tu qualifies, là, d'un point de vue de l'entreprise, vos résultats? Je vais faire tout de suite un avis. Là. On fait pas on n'annonce pas nos résultats à l'avance. Je pense que toutes les autres compagnies aussi ont décidé de ne pas le faire pour le reste de l'année. La célèbre guidance qu'on donne aux analystes financiers sur la glace en ce moment. On est un service essentiel. On l'est depuis le début de la crise, donc c'est très différent de d'autres entreprises. Pour nous, on a été très, très actifs. Tu parlais des employés. Je pense que pour toutes les entreprises, c'est une période d'ajustement énorme. Hein, ça. Les gens travaillaient à la maison, tout le monde en même temps à la maison, avec tous les enfants, les écoles, tout ça, ça a été un ajustement énorme. Ça continue de l'être. Ça m'inquiète aussi comme gestionnaire parce que c'est pas simple, cet ajustement-là. En tout cas, dans la mesure où on s'enligne pour un peu plus longtemps aussi. Au niveau de notre entreprise, oui, il y a des parties de notre entreprise qui continuent à performer très bien parce que la demande est là. J'ai parlé de la demande au niveau des gouvernements, au niveau du domaine de la santé. La demande est forte, il a fallu y répondre, puis ça supporte nos résultats. Au niveau du marché consommateur, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas une augmentation énorme de nouveaux clients, si on veut dire, mais nos clients ont besoin des télécoms en ce moment pour vivre le confinement, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau du divertissement. C'est rendu la norme maintenant. C'est comme ça qu'on s'occupe, dans la mesure où on est confiné dans nos maisons, dans nos appartements. Mais il y a aussi toute une série de petites et moyennes entreprises qui l'ont plus dur, ou même des grandes, là, celles qui sont dans le domaine du détail, du retail. Et ces entreprises-là, on les accompagne. Il y a des entreprises qui nous ont signifié qui avaient besoin d'aide pour faire en sorte que leur paiement allait peut-être arriver un peu plus tard que prévu ou de développer des nouveaux systèmes ou de dire non à certaines pénalités pour des retards. Puis ça, on a accompagné nos clients. Nous, on a une vision vraiment très long terme là-dedans. On a aussi vu un certain nombre de nos clients nous demander de l'aide au fur et à mesure qu'ils veulent réouvrir. Et on a mis en place une initiative qui s'appelle Aidons nos PME, qui permet d'identifier les coups de cœur. Alors, n'importe qui peut, avec le hashtag Aidons nos PME, identifier ses coups de cœur d'une entreprise locale. Et quand ça s'est identifié, TELUS va remettre une certaine somme à cette entreprise-là. C'est pas ça qui va permettre aux entreprises de s'en sortir, mais on pense que c'est un geste important qu'on fait pour soutenir nos entreprises. Donc, quand on regarde notre entreprise en général, Michel, pour répondre à ta question, ça dépend des secteurs. On a des secteurs qui performent très bien, d'autres secteurs qui sont stables, puis d'autres secteurs qui l'ont eu un peu plus dur parce que nos propres clients l'ont un peu plus dur. Mais somme toute, on fait partie des chanceux étant un service essentiel, si tu veux. Une question que je pose maintenant à tous nos invités durant cette période-ci. Est-ce que TELUS embauchez-vous? Est-ce que vous avez des divisions qui recherchent du personnel? Il y a des gens disponibles. Comment tu qualifies ça? Bonne question. Tout d'abord, on n'a pas fait de mise à pied massive durant la crise. Certains de nos compétiteurs l'ont fait, puis c'est dommage, mais ils n'avaient pas le choix. Nous, on a fait un choix de redistribuer les ressources à l'interne. Alors, par exemple, quand on a fermé nos magasins, on a fermé tous nos magasins à travers le pays, sauf pour les services essentiels. On a pris tous ces employés-là, puis on les a redirigés en employés de centres d'appel pour subvenir aux besoins, parce que la demande était accrue, surtout au début de la crise. Et donc, on a tout redéployé nos ressources à l'interne. Donc, on est très fiers de dire qu'on a conservé le plein emploi, si on veut, durant la crise. Mais maintenant que le nouveau normal s'installe, c'est sûr que là, on regarde c'est quoi le secteur d'activité qui vont être très porteurs dans l'avenir, et il y en a plusieurs dans notre entreprise. La santé continue d'en être un. L'Internet des choses,
continue d'être un secteur dans lequel on a beaucoup confiance dans l'avenir. Au fur et à mesure qu'on s'adapte au nouveau normal, je pense que l'Internet des choses va prendre de plus en plus de place. On s'implique aussi dans le domaine de l'agriculture. À TELUS, on veut révolutionner comment les technologies sont utilisées là-dedans. Alors, c'est un autre secteur où on prévoit des embauches. Donc, je te dirais, oui, il y a des secteurs de pointe dans lesquels on va continuer d'embaucher et on est fiers de dire que pendant la crise, on aurait déployé nos ressources à l'interne pour conserver puis maintenir les emplois actifs. Deux petites questions additionnelles avant qu'on revienne au sujet là, de la télésanté. Le premier, c'est, on le sait, il y a beaucoup d'entreprises présentement qui sont en train de revoir leur modèle d'affaires, l'achat en ligne dans le retail, mais beaucoup d'entreprises aussi qui peut-être considéraient passer à l'info nuagique, qui là le font, là, le fameux cloud. Il y a aussi des entreprises qui vont regarder effectivement ce qui est possible de faire pour profiter du mouvement en faveur des achats locaux. TELUS, comment vous accompagnez? Tu as parlé des coups de cœur, mais au-delà de ça, sur la révision des modèles d'affaires qui impliquent souvent des solutions numériques, des solutions de télécommunication, comment vous accompagnez cette transition-là? Bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Puis c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Pour ceux qui se souviennent de Génération Inc., là, quelque chose qu'on avait fait il y a plusieurs années, c'était tout dans le spectre de la transformation digitale qu'on essayait d'introduire aux entrepreneurs dans ces années-là. Je parle d'il y a 4-5 ans. À cette époque-là, tout le monde s'accordait pour dire que les PME du Québec étaient un peu en retard sur les États-Unis, par exemple, sur l'adoption des nouvelles technologies pour faciliter ou rendre plus efficace leur entreprise, puis le connecter au reste du monde, de la chaîne de valeur mondiale, si tu veux. Alors nous, ça fait des années que lorsqu'on forme nos gens de développement d'affaires chez TELUS, c'est pas à vendre des solutions parce qu'on pense pas que c'est la façon d'arriver chez les gens dans le cadre d'une transformation digitale. C'est pas en disant on a un produit X qu'on va convaincre quelqu'un de faire une transformation digitale. Notre approche est beaucoup plus à l'écoute, de comprendre dans un certain vertical, puis on peut prendre par exemple le vertical des services, de comprendre ce qui se passe dans un vertical pour dire, OK, comment vous devez vous adapter, quelles ont été les meilleures pratiques qu'on a vues dans d'autres pays, quels sont vos besoins, puis après ça, on développe des solutions avec ces entreprises-là. Des fois, on a les solutions parfaites qui sont déjà existantes, puis bien, ça va rapidement pour tout le monde. D'autres fois, il faut être un peu plus créatif puis les introduire. Mais c'est une approche qu'on a depuis longtemps chez nous. Ça fait partie de qui on est. Moi, je dis tout le temps, je suis entouré de gens qui veulent faire une différence réelle pour leurs clients à TELUS. Puis, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que les gens le vivent dans l'entreprise. Puis, quand on parle de transformation digitale, c'est ce désir-là de faire une différence dans les opérations de nos clients qui, je pense, qui nous rend un peu plus intéressants que d'autres partenaires potentiels dans le marché. On va avoir une dernière question avant de basculer totalement dans le domaine de la télésanté, mais cette question-là est liée, un peu liée. Tu parlais tout à l'heure que depuis le début de la pandémie, c'est comme un Super Bowl en continu en termes de volume de data. On parlait à l'instant de modèles qui basculent en info nuagique. La question de la cybersécurité, elle est vraiment présente. On sait à quel point, soudainement, on est tous devenus en ligne. Beaucoup d'informations nous est demandées, beaucoup de services nous sont rendus. On va parler de télésanté, de télémédecine dans quelques instants. Quelle est ton évaluation de la situation actuellement sur la cybersécurité et la capacité d'une firme comme TELUS et TELUS Santé de garantir cette sécurité des données? C'est tellement une bonne question. Ça serait une bonne question en temps normal. C'est une question qui se pose plus maintenant. Parce que en temps normal, je pense que toutes les entreprises étaient rendues au point de dire, OK, comment on peut sécuriser nos réseaux? Comment on peut sécuriser les données qu'on a dans notre entreprise? Parce qu'on l'a vu, puis il y a eu trop d'exemples dans les dernières quelques années d'entreprises qui ont subi des attaques, soit de l'externe ou de l'interne. Et c'était donc déjà un sujet qui était très important. Dans la mesure où maintenant, tous nos employés sont un peu, en tout cas, sont à la maison pour la plupart et travaillent là pour les employés de bureau.
Euh, Ça repose toute une nouvelle série de questions sur, OK, comment on peut s'assurer de la sécurité d'un pont VPN ou tout ça qui va directement dans une entreprise, mais aussi toute la sécurité qui s'appelle les politiques d'utilisation des données, qui a accès à quoi. Quand c'est dans les murs d'une entreprise, c'est une chose. Quand on est à la maison, ça devient une toute autre chose. Qu'est-ce que les gens ont le droit d'imprimer, pas le droit d'imprimer? Est-ce que c'est laissé au bon jugement des gens ou est-ce que c'est hard-coded, si vous voulez, dans nos systèmes pour pas que les gens puissent imprimer des choses, de l'information confidentielle? Alors, comment on gère ça? Ça vient marier l'impératif sécurité technologique à la sécurité au niveau de la politique ou des politiques qu'on met en place. Donc, quand on parle des gens, une bonne façon de penser à la sécurité, c'est de marier ces deux aspects-là ensemble. Si on pense juste à un des deux, c'est sûr qu'on va créer des brèches. Nous, à TELUS, que ce soit en termes de sécurité des données ou en termes de protection des données, on a une politique, puis je vais le dire l'anglicisme là, parce que ça m'échappe en ce moment, Security by Design, puis Privacy by Design. On s'assure que dans le développement de nos solutions, au niveau de la technologie et tous les services qui entourent nos solutions, que dès le départ, au moment où on fait la conceptualisation, on a pensé à la sécurité des données, la protection des données, pour que ça fasse partie de la solution même et que ça soit inattaquable. C'est quelque chose qu'on repousse à chaque fois. On dit qu'il n'y a jamais rien d'inattaquable, mais nos équipes travaillent vraiment très fort pour que ça soit à même nos produits, à même nos services dès le départ. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Basculons dans le domaine de la télésanté. C'est un choix stratégique qu'avait fait TELUS il y a quelques années. On a vu d'autres entreprises du milieu des télécommunications s'impliquer dans d'autres secteurs, cibler d'autres secteurs et donc d'autres enjeux, d'autres types de clients. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez sentir que vous êtes vraiment au cœur de l'action. Je voulais commencer par une question un peu provocante. D'après moi, à part les avocats peut-être, les médecins sont parmi les rares dinosaures qui utilisent encore le fax. On a vu récemment, quand on essaie de suivre le décompte quotidien des décès, le décompte quotidien des cas, qu'à chaque une dizaine de jours, il y a comme une immense mise à jour, puis l'excuse invoquée, c'est on avait un enjeu de détection du data, puis de communication. Ça donne l'impression qu'en 2020, on est encore en train d'attendre que par la poste arrive le nombre de cas. Ce que je voulais illustrer, c'est comment on peut, en même temps, toi et moi, avoir une discussion sur les possibilités de la télémédecine, mais sur le plancher des vaches, est-ce qu'il y a à la fois les connaissances, l'ouverture, l'adaptation des ressources dans le domaine de la santé pour qu'on utilise des solutions de télémédecine? Oui, c'est une question provocante. Je dirais, je ne veux pas dire que la crise est une bonne chose parce que la crise a été une chose absolument terrible et continue d'être une chose absolument terrible. Puis il y a plein de gens qui ont vécu des conséquences atroces. Mais la crise, il faut pas laisser passer cette crise-là parce que c'est justement cette crise-là qui force les changements de culture, les changements de mentalité. Par nécessité, au début de la crise, les gouvernements, puis ce n'est pas seulement le gouvernement du Québec, mais c'est à travers le Canada, ont dû s'ajuster très rapidement. Une des choses qu'ils ne faisaient pas jusqu'à maintenant, c'était de permettre aux médecins de se faire rembourser pour les services médicaux, pour les consultations qu'ils faisaient à travers la télémédecine. Alors, c'était essentiellement la télémédecine, une affaire du privé. Dans le domaine public, on n'avait pas de code de remboursement. C'était la chose qui faisait en sorte qu'on n'allait pas adopter la télémédecine. Bien, avec la crise, puis ce que j'ai expliqué, que tout le monde a été empêché d'aller dans les hôpitaux, dans les urgences, puis on a dit allez rester à la maison, puis à peu près débrouillez-vous. Bien, le gouvernement a fait une bonne chose très rapidement. Je pense que c'était la première semaine. Ils ont dit mais maintenant, on va permettre aux médecins de se faire rembourser pour les actes médicaux qu'ils font en télémédecine. C'est ça qui a ouvert la valve, qui a ouvert la possibilité aux chiffres que je vous ai parlé là tout à l'heure, qui disaient que la demande a explosé. Le besoin était là. Les gens savaient que c'était possible, mais pour des politiques qui devaient être changées, il y avait un frein. Alors,
La crise a permis ça. La nécessité de la crise a demandé, a exigé qu'il y ait un changement de culture par rapport à la médecine virtuelle. Et là, on l'a fait. Les médecins y goûtent. Je vous ai parlé, là, un nouveau service qu'on a introduit. Il y a eu 80 000 consultations à l'intérieur d'un mois et demi en télémédecine. Il ne faut pas retourner en arrière. Ça serait tellement dommage parce que ça fait 20 ans que je travaille dans les technologies de l'information en santé, qu'on travaillait fort à chaque mois, à chaque année pour essayer de convaincre tout le monde d'embarquer, comme on le fait pour la musique, la finance, puis le reste de notre divertissement. La technologie était là, mais en médecine, on était réfractaire. Bien là, la crise a forcé les choses. C'est une bonne chose, puis il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Je suis content de t'entendre dire ça parce qu'effectivement, probablement que ça prenait un changement structurel. Tu l'as dit, c'est un élément structurel, la possibilité de facturer. Il y a aussi le Collège des médecins qui a publié des normes virtuelles, des normes pour les services virtuels. Ce que j'ai compris, c'est que pour l'instant, le discours, ça dit que c'est temporaire, c'est pendant la COVID-19. Mais comme tu le dis, c'est tellement essentiel de ne pas revenir en arrière. J'aime bien l'expression « il ne faut jamais gaspiller une crise ». Comme tu le disais, c'est essentiel. Ça nous permet de basculer dans cette modernité au niveau des services de santé. Je voudrais t'entendre sur le fait que TELUS Santé vous offrez, tu le disais tout à l'heure, plusieurs plateformes, plusieurs solutions. Une des préoccupations qu'on a toujours comme chambre de commerce, c'est dans quelle mesure il y a une collaboration avec des startups, qu'il y a de l'innovation qui est stimulée par les besoins des grandes entreprises. J'aimerais t'entendre sur l'approche de TELUS avec des petites entreprises et ce besoin d'innover. Avez-vous tendance à le faire à l'interne, à le faire en partenariat? Comment vous approchez cette innovation? On est complètement ouvert. Alors, nous, notre approche est de s'assurer que tout le monde peut participer là-dedans. On n'a pas une approche qui dit, ben TELUS, on a la recette secrète, la recette magique, puis de bout en bout, on va tout contrôler. N'importe qui penserait comme ça en technologie en 2020 fait fausse route à mes yeux, à moi. Donc, on a vraiment une approche qui est ouverte. Je vais vous donner un exemple. On est très, très présent. On aurait pu dire que ça va être un écosystème clos. On est très, très présent dans les cabinets de médecins pour les technologies qui utilisent ça, les pharmacies pour les technologies qui sont utilisées là, chez les assureurs. On a même des cliniques de médecins, que ce soit Médicis ou Coatman dans le reste du pays. On est très, très, donc, présent. Par contre, on a mis en place une plateforme d'échange de données entre ces différents acteurs-là. C'est une des promesses de notre approche, de notre stratégie, c'est de faciliter l'échange d'informations entre tous les acteurs du domaine de la santé. Et cette plateforme-là, bien, on l'ouvre. On l'ouvre à toutes les entreprises qui veulent en faire partie. On a 14, jusqu'à maintenant, autres entreprises qui ont décidé d'en faire partie, des grandes comme des très petites. Et moi, je le vois depuis les 20 dernières années, je le vois en santé, mais je le vois dans l'Internet des objets aussi. Oui, on fait beaucoup d'innovation chez TELUS, mais il y a énormément d'innovations puis d'idées brillantes qui ressortent des entrepreneurs et des petites entreprises qui poussent rapidement. Et nous, notre but, c'est d'ouvrir donc notre écosystème à cette innovation-là, encore une fois, pour s'assurer qu'on améliore la santé de tous les Canadiens. Et ce n'est pas TELUS qui aura la recette magique pour tout. On pense que tout le monde doit participer là-dedans, puis on ouvre notre technologie à ça. François, on est aussi à Montréal, une ville de grandes universités, de grandes équipes de chercheurs universitaires. J'ai Ghislain Gagnon de l'ETS qui me disait quel rôle peuvent jouer les équipes de recherche universitaires avec des entreprises comme TELUS pour vous aider. Donc, il y a les startups d'un côté, mais il y a tout cet écosystème de recherche universitaire. Comment travaillez-vous avec ces milieux-là? Bien, on a des approches avec ces milieux-là à travers le pays. Je peux donner des exemples avec le Vector Institute, par exemple, ou avec d'autres entités où est-ce que pour l'intelligence artificielle, ben c'est un domaine où on pourrait en bénéficier énormément. En tout cas, on a beaucoup de données puis beaucoup d'opérations à rendre plus efficaces. Et on a une approche donc d'investissement avec ces entités-là. On ne l'a pas fait encore avec ce qui se fait avec l'Université de Montréal, puis Mila et d'autres à Montréal. On aimerait le faire. On regarde des possibilités pour le faire. Et si ça se présente, on va le faire. Mais nous, on pense, puis c'est un secteur qui
qui est sous moi, ça aussi, là, ce qu'on appelle le big data dans notre entreprise. Et on va chercher les meilleurs du domaine pour nous aider là-dedans. C'est clair. Et le milieu universitaire a beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir. On parle de gens qui sont à la fine pointe de ce qui se fait, puis même au-devant de ce qu'on pensait qui était faisable. Et c'est pas dans notre entreprise qu'on va le trouver. Ça, je pense, c'est en se mettant en partenaire avec ces entités-là qu'on va y arriver. Alors oui, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On l'a fait avec d'autres universités. On ne l'a pas fait encore avec l'Université de Montréal au niveau des données. On le fait avec McGill Montréal, par contre, au niveau de la santé. Ça, je pourrais en parler longuement. On a des ententes universitaires là, des chaires de recherche, parce qu'encore une fois, dans ces domaines-là, sont des gens qui sont vraiment au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, puis qui nous permettent donc de s'assurer qu'on reste au-devant, nous aussi, de ce qui se fait chez nos compétiteurs, encore une fois, pour le bénéfice de nos clients, éventuellement. On parle beaucoup à Montréal ces jours-ci de l'application Covi qui est développée par Joshua Bengio puis Mila. Puis on est au cœur donc de la rencontre entre l'intelligence artificielle, un enjeu de santé publique, une solution de traçage optimale avec, je dirais, normalement toute la protection de la donnée individuelle. J'ai une question pour toi parce qu'il s'est ouvert beaucoup de laboratoires d'intelligence artificielle à Montréal dans toutes sortes d'entreprises. Comment vous voyez votre présence à Montréal en intelligence artificielle du point de vue de TELUS? Bien, on est très, très actif là-dedans. On n'en parle pas beaucoup. Je pense que peut-être qu'on devrait trouver une façon d'en parler un peu plus. Que ce soit pour l'utilisation de nos données ou que ce soit les applications de traçage. Dans les deux cas, depuis le début de la crise, on est très, très actif. On est la seule compagnie de télécommunications qui a la certification Privacy by Design pour tout ce qui s'appelle nos données, puis l'utilisation de nos données. On a émis des lettres d'opinion dans la presse puis les autres journaux canadiens pour dire qu'on devait mettre au profit de la bataille contre la COVID nos données de façon totalement anonyme, inidentifiable. Et tout ça, pas pour permettre d'identifier des gens, mais tout simplement pour permettre d'identifier des mouvements dans la population ou des choses qui devraient être corrigées en termes de politique publique. Donc, jamais de pouvoir identifier qui a fait quoi, c'est pas ça notre but. On protège ça comme la prunelle de nos yeux. Clairement, on n'irait jamais là. En ce qui s'atterme en train de traçage, oui, Joshua a une application qui pousse. Nous aussi, on a la nôtre. On parle au gouvernement de cette application-là. On pense que c'est vraiment une question importante. On pense que la population devrait adopter ces applications-là de traçage pour permettre de combattre la COVID. On le ferait, nous, qu'avec des applications, ou on le fait qu'avec des applications qui protègent la protection des données des gens. C'est important, on ne le ferait jamais si ce n'était pas le cas. Et on pense que pour les entreprises, ça va être de plus en plus important de penser à ça parce que les entreprises ont un devoir de protéger les données personnelles, mais ils ont aussi un devoir de protéger leurs employés. Et dans cette optique-là, que ce soit des méthodes de traçage traditionnelles ou des méthodes de traçage en utilisant la technologie, je pense que les entreprises ont un devoir de s'équiper au fur et à mesure qu'on réouvre les commerces et les entreprises. Et pour revenir à ta question, donc oui, dans l'intelligence artificielle, il y a un mariage à faire entre la technologie et la recherche poussée, l'utilisation poussée des données pour développer cette intelligence-là. Et oui, on est actif avec certains centres d'expertise au Canada, parce que je pense que le Canada est à la fine pointe à ce niveau-là. On a développé une expertise de premier rang à l'échelle mondiale. François, peut-être une dernière question, après j'aurai un commentaire, mais la question, c'est une rencontre un peu entre ce que tu as présenté la dernière fois que tu es venu à la Chambre et aujourd'hui. La dernière fois, tu avais beaucoup parlé du 5G qui s'en venait, de la nécessité de s'y préparer, de demander au gouvernement de prendre des décisions pour en accélérer le déploiement au Canada. On a beaucoup parlé de télémédecine aujourd'hui. Peux-tu me parler de ce que le 5G va amener comme impact dans la santé?
Est-ce qu'on s'en va vers des capteurs systématiques et sur le corps? Et j'essaie de trouver comment nos innovateurs peuvent profiter de cette rencontre entre le 5G et la santé, autant à Montréal, évidemment, que partout, mais en fonction de ce qu'on peut faire ici. Oui, bien, je pense, avant la COVID, on parlait, puis j'en avais parlé à la dernière tribune, je crois, là, si ma mémoire ne me fait pas défaut, des exemples de médecine virtuelle qui, à distance, vont être capables de faire des chirurgies ou des interventions en utilisant la mobilité, donc en utilisant le 5G, parce que la latence, là, le temps de réaction va être de 1 milliseconde, ce qui est excessivement rapide et qui va permettre des applications qu'on n'avait pas dans le passé. Donc, ce n'est pas juste la vitesse là, qui est important pour la 5G, c'est le temps de latence. Maintenant, ce qu'on va voir de plus en plus, puis c'est la COVID qui a mis la lumière là-dessus, mais nous, on se préparait, puis il y a beaucoup d'entreprises, même des entreprises de Montréal, qui se préparaient à ça. C'est comment le système de santé peut suivre l'évolution de notre santé à distance. C'est sûr que si on a 20 ans puis on est en parfaite santé, aucun antécédent, on n'a peut-être pas ces inquiétudes-là. Mais au fur et à mesure que les années passent, il y a des petites choses qui apparaissent. Ou sinon, on peut même, en étant jeune, on peut avoir des maladies chroniques importantes. Et il y a en ce moment, le mode d'opération du système de santé, c'est viens me voir à tous les 6 mois ou à tous les ans, puis on va voir l'évolution des choses. Puis en 2020, je pense que ça relève de l'Antiquité de penser comme ça, alors qu'on a des façons, à travers même la fibre de nos vêtements, de développer des applications qui peuvent suivre l'évolution de notre santé, qui vont voir l'apport d'oxygène dans notre sang, qui vont être capables de juger de la pression artérielle, de notre rythme cardiaque, d'être capable d'interagir aussi pour voir comment notre diabète évolue et tout ça. Et donc, c'est ce full d'applications-là que je pense qu'on va voir relié dans le domaine de la santé à un monitoring qui est personnalisé, donc qui n'est pas juste un monitoring qu'on fait là, quand les gens ont des applications pour faire du sport, là, si vous voulez, mais qui est vraiment personnalisé à la condition de chacune des personnes. Et je pense que c'est ça, ce genre d'innovation-là qu'on va voir au fur et à mesure que la 5G se déploie, que les prix, si on veut, des sensors qu'on a besoin d'avoir dans ces vêtements-là ou ces équipements-là deviennent de plus en plus bas, que les batteries vont maintenant, avec la nouvelle technologie, vont pouvoir durer des dizaines d'années à la place d'être remplacées à toutes les années ou à tous les 2 ans, comme c'est le cas en ce moment. Ce genre-là d'innovation technologique vont nous permettre donc de gérer notre santé de façon différente à l'avenir. Et moi, c'est ça que j'ai hâte de vraiment voir arriver là, en masse dans les prochaines années. Merci. À chaque fois, je suis impressionné par ces rencontres entre ces diverses technologies, ces applications-là. C'est vraiment la science-fiction de nos enfants, de notre enfance qui se réalise. François, j'y vais d'un dernier commentaire. D'abord, pour te remercier pour cet échange. Moi, j'ai appris. Je voulais aussi terminer en disant que ma petite question au début sur les résultats de TELUS, c'est pas tellement pour déterminer le cours de l'action, c'est surtout pour déterminer dans quelle mesure vous allez être obligé d'être un citoyen corporatif exemplaire dans les prochains mois. Toutes les entreprises qui sont dans les services essentiels et qui tiennent la route solidement pendant la crise vont avoir un rôle à jouer, vont être sollicitées. Il va y avoir des besoins d'appui pour beaucoup de causes, beaucoup de bonnes raisons sociales en avant de nous. Alors, je vais juste te dire, préparez-vous chez TELUS. Il va y avoir des demandes d'appui et de commandite. D'ailleurs, là-dessus, pour ceux qui nous écoutent, le mardi 9 juin, donc mardi prochain, on va recevoir Yvan Gauthier, qui est le président directeur général de la Fondation du Grand Montréal et qui va parler de la relance et de la résilience de Montréal. Et je pense que c'est un message important qu'on doit tous entendre, comment on va aider dans les prochains mois tous ceux qui en ont besoin. Et le 15 juin, nous aurons Sophie Brochu, qu'on connaît tous bien, la nouvelle présidente et directrice générale d'Hydro-Québec, qui va venir à notre tribune, donc lundi, le 15 juin, dans 2 lundis. Alors, sur ce, encore une fois, merci beaucoup François, merci à tout le monde d'avoir été là et je vous dis à tous à la prochaine. Merci Michel.